Merci Yves. Généralement, lorsque à l'extérieur du pays, on fait une carte du Canada, du monde, puis on montre où est le Canada. Je vais mettre une carte montrée où est Gaspé pour ceux qui les connaissent un peu moins. Merci pour la présentation. La présentation au départ devait s'appeler la leucémie à l'ère de la génomique, mais étant donné, comme Yves mentionnait, c'est dans le cadre des quatrième rendez-vous de l'hémato-onco-pédiatrique et la thématique est plus thérapie ciblée. Donc, j'ai mis, en temps de la leucémie au départ, un peu de cancer plus général et je vais me concentrer en deuxième partie plus sur la thérapie ciblée. Donc, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Cancer pédiatrique, c'est quoi comme envergure, c'est quoi comme défi? Si on regarde ça d'un œil global, c'est juste 1% de l'ensemble des cas de cancer. Donc, par rapport à l'adulte, on doit toujours se définir par rapport à n'importe quoi, les comités de subvention, pour les publications, c'est la même chose. Si on regarde ça d'un côté pédiatrique, c'est un enfant sur 400 qui va diagnostiquer d'un cancer avant l'âge de 14 ans et c'est la principale cause de décès par maladie. Donc, sur l'œil pédiatrique, c'est une maladie quand même très importante, même si ça représente seulement 1% de l'ensemble des cas de cancer. Si on met ça dans une perspective maintenant plus Sainte-Justine, donc au Centre de cancérologie Charles-Bruno, on est responsable du diagnostic du traitement d'environ 60% de l'ensemble des cas de cancer. Donc, même si ce sont un groupe de patients, un pourcentage faible de patients atteints de cancer, on a quand même accès à une masse critique de patients de différentes sortes. Donc, ça se traduit environ 140 nouveaux cas de cancer pédiatrique par année. Le début de la présentation d'aujourd'hui va être sur mes premiers intérêts. Ça va faire en janvier 23 ans que j'ai mon laboratoire. Le temps passe vite. Le principal intérêt, c'est sur la leucémie lymphocytique aiguë. Donc, c'est le cancer le plus fréquent chez les enfants. C'est un peu moins du tiers de l'ensemble des cas, le cancer. En termes de taux de guérison, c'est probablement un des beaux succès, je dirais, de la médecine moderne. Je dirais médecine moderne par rapport en termes de survie. On en guérit maintenant plus de 80% selon le sous-type. Les modernes, vous allez voir tantôt, c'est à prendre avec un grain de sel. On travaille avec des médicaments qui datent d'après la Deuxième Guerre mondiale. L'autre facette intéressante pour le cancer pédiatrique en général, surtout pour la leucémie lymphocytique aiguë, c'est que les 3/4 des survivants vont subir une séquelle à long terme, au moins une séquelle à long terme, environ 20 ans après la fin du traitement. Donc, on les a guéris d'une façon, mais il y a des séquelles aussi. Donc, c'est une problématique qu'on doit aborder d'un point de vue clinique et d'un point de vue recherche. Donc, lorsqu'on regarde l'impact de cette maladie-là, quand même, avec le fait qu'il y a quand même 20% des patients qui ne répondent toujours pas, et c'est demeure toujours une des principales causes de décès par cancer. 3/4 des patients qui vont avoir une séquelle à long terme, on comprend toujours peu ou mal les déterminants qui sous-tendent la susceptibilité à cette maladie-là, la réponse thérapeutique et les effets secondaires, autant à court terme qu'à long terme. Donc, beaucoup de travail encore à faire, malgré le taux de succès. On oublie souvent ça. Donc, au cours des années, ce qu'on a fait, on a mis sur pied un programme de recherche à différentes dimensions. Et j'aime bien ces diapos-là parce qu'elle ne représente pas juste mon programme de recherche, elle représente beaucoup ce qu'on fait dans l'ensemble de notre pôle. C'est qu'on a finalement calqué notre programme de recherche sur le continuum de soins de santé. Pour nous, ce continuum-là, c'est une opportunité de recherche. Donc, au niveau du diagnostic, lorsque le patient se présente, en fonction de ce qu'on connaît ou on ne connaît pas, ça devient une question de recherche. Okay? Est-ce qu'on peut améliorer le diagnostic? Est-ce qu'on va avoir une meilleure stratification du patient pour donner le meilleur traitement? Lors de la thérapie, vous allez voir pendant la présentation d'aujourd'hui, c'est très médecine de précision. Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles données, moléculaires entre autres, pour adapter le médicament? Est-ce qu'on peut l'adapter en fonction d'anomalies qu'on a trouvées? Et toujours garder en tête aussi la partie qualité de vie. Parmi les survivants ou aussi pendant la phase aiguë de traitement. Et en bout de ligne du continuum, si on fait bien notre travail, donc on a des survivants qui vont éventuellement quitter l'environnement pédiatrique et aller vers l'adulte. Et encore une fois, on s'intéresse à ces questions de recherche-là, parce qu'on est capable d'identifier parmi les patients qui sont présentement en Sainte-Justine, qui sont sous traitement, qui sont considérés guéris, lesquels qui vont développer tel effet secondaire et on fait quoi avec ça? Okay? Donc, développer des biomarqueurs pour intervenir et d'être capable éventuellement de créer ce corridor-là, ce consomme-là avec l'adulte pour voir l'impact de nos recherches. Donc, aujourd'hui, je dirais la plupart de ce que je vais présenter, surtout au niveau de la médecine de précision, un petit peu autour de la stratification des patients. Donc, je mentionnais tantôt, ça fait 23 ans que le programme de recherche existe. Les voyez ici certaines pièces du casse-tête qu'on a abordées au cours de ces 23 années-là. On s'est intéressé aux interactions gènes-environnement,
à l'origine parentale du risque de la maladie, aux variants rares, variants communs, un peu de pharmacogénétique avec des collègues, notamment Maja Krajinovic, une approche plus par gène candida, ce que les gènes impliqués dans le cycle cellulaire, dans la réparation de l'ADN, dans le métabolisme des molécules chimiques sont impliquées dans le risque de leucémie. Donc, on a publié énormément d'articles, vous pouvez toujours regarder, je ne passerai pas à travers de tout ça, pour arriver finalement à cette conclusion-là qu'on commet peu de choses. Donc, la petite pointe de l'iceberg ici, c'est ce qui était connu, ou comme je dirais, au début des années 2010. Toujours garder en tête, très bon pour traiter, connaissance très limitée des causes de cette maladie-là. Donc, finalement, l'information se cache où? Okay, c'est la grande question qu'on s'est posée, pas juste nous, d'autres personnes aussi dans le monde à ce moment-là. Donc, avec les outils qui devenaient disponibles, donc des nouveaux jouets qui devenaient disponibles avec les questions qu'on avait, l'expertise qu'il y avait sur place, l'acquisition d'équipements aussi, pour ceux d'entre vous qui le savent, on a une plateforme de génomique ici à Sainte-Justine. Donc, quand je parle de jouets, c'est quand même des équipements qui valent $1 million chacun. Donc, avant d'être capable de jouer, il faut les acquérir. Et l'idée dans ça, c'était est-ce qu'on est capable d'aller chercher une partie de cette information-là, qui doit être cachée quelque part parce qu'on ne la trouve pas, dans ce qu'on appelle le piégeage génomique. Le piégeage génomique, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des mutations que vous allez trouver. Okay, des mutations fréquentes, peu fréquentes, excessivement rares, privées, peu importe. Et il y a deux défis à ce niveau-là. Le premier défi, et ça c'est vrai pour l'oncologie en général, okay, contrairement aux maladies génétiques classiques, c'est la cohabitation de deux génomes. Donc, vous avez votre génome somatique, votre leucémie, par exemple, qui cohabite avec votre génome normal, votre génome constitutif. Donc, lorsqu'on voulait travailler en génomique, vous devez être capable de distinguer qu'est-ce qui est spécifique à la leucémie ou le cancer qui vous intéresse et ce qui est spécifique à votre matériel constitutif que vous avez hérité. Okay? C'est le premier défi. Et là, on parle de millions de variations et de mutations dans le génome humain. Le deuxième défi, si on va atteindre certaines de notre questions, c'est distinguer, excusez-moi, je n'ai pas trouvé de traduction pour les mots, distinguer les mutations qu'on appelle drivers, c'est-à-dire les mutations qui drivent le processus, qui sont impliquées directement dans le processus, qui contribuent finalement à l'apparition d'une leucémie et sa progression, versus les mutations qu'on appelle passenger ou passagères, qui sont là parce que les cellules mutent, qui contribuent absolument à rien. Et elles sont majoritaires. Donc, lorsqu'on réussit à isoler finalement la contribution somatique, parmi celles-là, il y a un mélange de ces deux types de mutations-là et comment on les différencie. Et si on est capable de faire ça, on est capable d'isoler ces mutations-là qui ont un potentiel de mieux comprendre la maladie ou éventuellement, si vous allez voir tantôt, d'offrir des pistes thérapeutiques. Et les défis se situent surtout là maintenant. Donc, on est arrivé pour répondre à ces défis-là, à ce programme-là qu'on appelle le déterminant génomique de la leucémie alphabétique aiguë de l'enfant, qui avait deux objectifs principaux. Le premier, c'était de caractériser ces événements-là, okay? Donc ces mutations driver-là. Ici, j'ai mis entre parenthèses autant constitutifs que somatiques. On a la prétention que certains événements, certaines mutations polymorphismes qui se trouvent au niveau constitutif du germline peuvent aussi agir comme driver, comme premier hit, comme première mutation de prédisposition de ce côté-là. J'ai mis EPI entre parenthèses. EPI, c'est les modifications épigénétiques. On va y revenir un peu plus tard ici. Donc, caractériser ces événements-là pour améliorer le diagnostic ou la stratification des patients. Premier groupe dans le continuum qu'on mentionnait tantôt. Et la deuxième grande question, est-ce qu'on est capable d'utiliser cette information-là pour identifier des cibles qui sont actionnables, c'est-à-dire qu'on peut prendre une décision avec, okay, d'un point de vue clinique, afin d'améliorer le devenir de la maladie ou fournir des indications pour prendre une décision ou offrir une alternative thérapeutique. Okay, c'est les deux grandes questions. Et pour ça, bien, le programme, le terme intégré, c'est qu'on intégrait différentes couches d'informations. Donc, il y a l'information au niveau du génome, donc l'ADN lui-même. Ici, on va surtout parler de l'exome aujourd'hui pour simplifier la situation. C'est l'ensemble des séquences codantes du génome. Donc, on s'intéresse aux 25 000 gènes, aux 180 000 exomes qui constituent le génome. On s'intéresse aussi au transcriptome, tout ce qui est transcrit, mais l'ensemble des transcrits. Et le méthylome, c'est la partie épigénétique, donc c'est un type de modification qui se passe au niveau du génome qui peut avoir un impact sur l'expression. Et tout ça ensemble, pour nous, lorsqu'on parle de paysage, on nous permet de comprendre un peu cette architecture-là d'une cellule leucémique. À partir de là, on fait quoi avec ça? Donc, le faire au niveau somatique et le faire en partie au niveau aussi germinal ou constitutionnel. Okay? Le programme, c'est cette base-là.
Là, je vais vous montrer quelques résultats autour de ça dans les minutes qui s'en viennent. Donc ça, c'est ce qu'on a généré comme information depuis peut-être les 6 dernières années. Donc, on a la chance d'avoir accès à une cohorte de patients qu'on appelle ici QCall pour Québec Charlotte ALL Cohort, qui a plus de 700 patients. On voit à peu près 30 à 40 patients par année. Donc, c'est à peu près 20 ans de travail pour avoir une cohorte comme ça qui vient uniquement de Sainte-Justine pour différentes raisons qu'on pourra aborder plus tard si vous désirez. Donc, on a pris le matériel qui était disponible et on les a inclus dans notre programme. Donc, on a plus de 1200 exomes qui ont été faits, 160 transcriptomes, 50 génomes entiers, parce qu'on s'intéresse quand même au génome entier. Donc, le total des 3 milliards de lettres qui composent notre génome. Et une cinquantaine ici de méthylomes ont eu information de différentes façons. Et après ça, avec cette information-là, de l'intégrer et de sortir certaines réponses aux questions qu'on s'est posées. Ça, ici, je suis juste un peu de publicité pour notre plateforme, c'est les équipements qui sont disponibles ici. Donc, c'est beau de dire qu'on fait le transcriptome, l'exome ou le génome et le méthylome, mais pour être capable de générer l'information, de l'analyser, on a dû aussi créer un environnement capable de le faire. Donc ici, vous avez un peu la structure. L'idée, c'est pas de voir vraiment ce qui est écrit, vous ne le verrez pas, mais il y a 4 grandes catégories. Donc ici, à partir de la biobanque qui existe, on peut sélectionner nos patients et après ça, faire le séquençage qu'on vient de voir. On a besoin de tout un environnement informatique. Chaque séquençage, on parle de terabytes d'informations. L'exemple que je donne souvent, si vous n'avez pas de réseau moindrement performant, puis transférer un fichier vers votre ordi, ça peut prendre 18 heures branché sur un réseau habituel. Et là, ici, c'est pour un patient. Vous avez 1800 exomes, c'est 1800 ça. Okay? Donc, vous avez besoin d'un réseau performant. On travaille avec des ressources qui sont ici localement à Sainte-Justine, mais surtout dans le cadre de Calcul Canada, Calcul Québec, qui sont situés à l'Université de Montréal, à McGill ou à Sherbrooke, selon les besoins qu'on a. Et une fois qu'on a sorti cette information-là, on a la chance aussi d'avoir une grosse partie d'activité de wet lab, si vous voulez. Donc, on peut faire une validation fonctionnelle des mutations. Je vais vous montrer quelques exemples tantôt. Et au bout de tout ça, on distille toute cette information-là. Ici, il y a quelque chose qui est cliniquement valable. On va le voir dans le cas de notre programme de thérapie ciblée. Mais aller discuter avec les collègues cliniciens, on fait quoi avec ça? Okay? Donc, il y a 4 grandes composantes du programme. Et ce qui a nécessité en cours de route, et qui nécessite toujours présentement du développement, étant donné que la partie analyse génomique d'une cellule cancéreuse, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ça, mais peu d'harmonisation dans la façon de le faire. On a dû aussi développer certains outils plus adéquats en fonction de notre réalité. Donc, vous voyez ici 2 outils qui ont été développés et publiés récemment. Donc, à la fin, vous avez quelque chose qui peut ressembler à ça. Okay? Ça, c'est la façon un peu sexy de le représenter, sinon c'est des fichiers Excel. Donc ici, on peut générer un genre d'image comme ça, qu'on appelle ça un circos, c'est circulaire, sur lequel vous avez l'ensemble des informations qui sont synthétisées. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, vous avez ici le chromosome 1, on fait le tour, on va jusqu'au XY. Après ça, vous avez l'ensemble des variations, des réarrangements. Quand vous voyez quelque chose comme c'est ici, c'est un réarrangement dans ce cas-ci entre le chromosome, je crois, le 9 et le 19 ou le 20. Donc, vous êtes capable d'avoir toute l'information qui est synthétisée comme ça, que ce soit des insertions, des délétions, des mutations non-sens, des problèmes d'épissage, des pertes, des gains de chromosomes. Vous êtes capable d'avoir une synthèse comme ça. Okay? Mais généralement, le monde dans le laboratoire préfère le fichier Excel. Mais ça, c'est quand même plus... je trouve ça plus beau. Et ça nous permet, après ça, de commencer à sortir certaines conclusions. Donc, une des choses qu'on a fait avec ça, c'est de construire le paysage génomique des leucémies lymphoblastiques aiguës de type T, qui est une forme, surtout des B et des T pour la leucémie lymphoblastique aiguë, qu'on a publié tout récemment, qui nous permet de déterminer quelles sont les mutations fréquentes, donc les récurrentes, les plus rares. Et parmi les rares, ça nous a permis d'identifier différentes mutations. Ici, pas besoin de regarder les noms des gènes, là, si je vous donne une indication, qui sont de niveau driver de la leucémie. Et c'est clair que présentement, avec les outils qui existent, tout ce qu'il y a de fréquent, de récurrent, a déjà été identifié. Donc, le travail ici est d'identifier un peu plus ce qui est plus rare, voire privé, et on fait quoi avec ça? Lorsqu'on parle de médecine de précision, c'est souvent l'information qui est importante.
En termes de changement épigénétique, on s'est intéressé surtout, comme je disais tantôt, à la méthylation. Donc, on a fait le même genre d'analyse et on a essayé de comprendre encore une fois, ces profils-là nous permettent de faire quoi, de tirer quoi comme conclusion. Donc, la première chose qu'on a remarqué, c'est que c'est possible de classifier les leucémies basées sur le profil de mutation. Donc, en fonction des sous-types. Ce qui m'a surpris lorsqu'on a vu ces résultats au départ. Et avec des collègues en Suède, en échangeant nos données, on était capable aussi de déterminer que certaines modifications épigénétiques qui peuvent prédire la réponse thérapeutique. Donc ça, c'est le travail qui a été fait du point de vue méthylation, parce que le changement épigénétique peut être plus grand que la méthylation. Le dernier type de ce côté-là, pendant la thérapie ciblée qui nous intéresse, à partir du transcriptome, on peut sortir différents types d'informations. On peut regarder les variations d'expression de ce qu'on appelle le transcriptome codant, ce qui code pour les gènes. Est-ce que c'est beaucoup plus exprimé, pas exprimé du tout, des problèmes d'épissage? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser, que beaucoup d'autres personnes se sont posées aussi. Ou on peut regarder à un autre niveau les d'autres entités, donc qui sont les ARN qui sont transcrits mais non codants, qui est tout un autre univers qui existe. Il y a eu une grande mode à un moment donné qui était à l'étude des micro-RNA. Maintenant, c'est les long non-coding RNA qui est intéressant. Ce sont des régulateurs qui agissent à différents niveaux, qui peuvent agir au niveau de la régulation de l'expression, de la traduction. Ça peut changer aussi la structure de chromatine. Donc, il peut y avoir une corrélation, ce que j'ai montré la diapo d'avant sur l'épigénétique, donc ce que vous voyez un peu ici, les grands morceaux. C'est tout récent comme information. On a une série de 3 papiers ici qui viennent de soumettre. Donc, ce qu'on a démontré encore une fois, c'est qu'en utilisant les profils d'expression de long non-coding, on peut identifier les sous-types de leucémie, donc une possibilité d'avoir une stratification un peu plus pointue. Et ce qui est intéressant aussi, que certains de ces long non-coding-là sont associés, du moins in vitro, avec une réponse à des agents thérapeutiques différentes. Donc, on pourrait avoir aussi des biomarqueurs de réponse à ce moment-là, éventuellement des cibles thérapeutiques. L'autre chose aussi qui est intéressante avec ça, au fur et à mesure que la technologie évolue, et la technologie évolue beaucoup plus rapidement que généralement la prise de position de l'éthique ou des patients. Donc, avec l'équipe de Bartosz Knoppers à McGill, on était très activement impliqués dans beaucoup d'études, surtout le volet pédiatrique. C'est quoi les grands principes pour partager les résultats? Qu'est-ce qu'on fait avec les découvertes fortuites? Les découvertes fortuites étant ce qu'on trouve et ce qu'on ne cherchait pas au départ, comme un risque pour une autre maladie. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on doit divulguer l'information? Est-ce qu'on ne divulgue pas? C'est quoi le bon contexte pour le faire? Etc., etc. Donc, on a une série de papiers comme ça qui obligent les personnes, pas les obliger à les lire, mais au moins les obliger à se poser des questions parce qu'on fait quoi avec. Sur le comité d'éthique de chaque institution, aussi un gros mot à dire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce positionnement-là? Et c'est très différent aussi d'un pays à un autre. On pourrait revenir dans la période de questions si vous voulez. Donc, on arrive dans la deuxième partie maintenant qui est en ligne avec la thématique d'aujourd'hui. Les que Yves mentionnait tantôt, les rechuteurs. Et pas juste en leucémie, à partir de maintenant, c'est l'ensemble des cas de pédiatrie. Donc ça, c'est une diapo que Michel Duval m'a donnée il n'y a pas longtemps dans un autre contexte. Je mentionnais tantôt que la réponse des patients en oncologie pédiatrique, les guérisons, est vraiment un succès de la médecine moderne. Si on voit sur ce graphique-ci, on va à partir des années 60, des années 90, on a vu un accroissement assez incroyable du taux de guérison. Le rouge ici, c'est la leucémie. Je mentionnais dans l'autre médecine moderne, c'est dans le sens qu'on a ces résultats-là, mais c'est tous des médicaments, pour la plupart, qui sont apparus après la Deuxième Guerre. Donc, c'est pour ça que vous voyez soudainement l'apparition ici d'une augmentation du taux de guérison. Et le problème ici, c'est que depuis le milieu des années 90, on n'a pas de progrès ou peu de progrès. Et lorsque je mentionne ici qu'on a un urgent besoin d'alternatives thérapeutiques, il y a peu ou pas d'intérêt aussi de l'industrie. Rappelez-vous le 1% de départ. Donc, il n'y a pas beaucoup de cas. Et ça, le 1%, c'est l'ensemble de tous ces cas-là. Si on commence à les regarder en fonction du sous-type, il y en a encore moins. OK? Donc, on fait quoi avec ça? Et c'est une interrogation qu'on a depuis plusieurs années au sein du service. Pas juste dans un contexte de génomique. Les décisions, on fait quoi avec les patients qui sont réfractaires et qui rechutent? Peu importe après ça l'approche qui va être prise. Ça, c'est juste en chiffres, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de cas réfractaires et rechuteurs, ça demeure toujours, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, la principale cause de décès par maladie.
Si on met ça sur une échelle canadienne maintenant, parce que ça va m'aligner sur la fin du talk, on parle de 300 enfants, donc on parle ici de 18 ans et moins, là, 300 enfants par année au Canada. Et ce qui n'est pas banal, lorsqu'on met ça dans le nombre d'années perdues, c'est à peu près 20 000 années de vie perdues par année. Donc, à chaque année, c'est ce qu'on perd. C'est des enfants qu'on perd en jeune âge par rapport à l'espérance de vie canadienne. Et ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est à peu près l'équivalent du cancer du sein adulte. Là, vous avez un très grand lobby d'un côté, puis de lobby de l'autre bord, mais en nombre d'années perdues, c'est à peu près équivalent présentement avec l'autre succès qu'on trouve au niveau du cancer du sein. Je mentionnais tantôt, il n'y a à peu près aucune alternative thérapeutique pour ces patients-là qui malheureusement vont décéder. Donc, on doit améliorer notre connaissance et les déterminants de la rechute. Qu'est-ce qui fait que ces patients-là rechutent? D'entrée de jeu ou au moment de la rechute, ça dépend à quel moment on pose la question. Et on a besoin de nouvelles stratégies. Les stratégies sont pour prévenir ces rechutes-là, ça part de la compréhension, ou pour traiter ces cas-là. Donc, est-ce qu'on est capable d'arriver avec de nouvelles alternatives thérapeutiques? Et donc, la question qu'on s'est posée il y a quelques années, est-ce qu'on est capable de penser à une stratégie de traitement personnalisé ciblé? Donc, la question, c'est possible d'offrir une alternative thérapeutique, finalement, à ces patients-là réfractaires ou rechuteurs, à l'aide d'une approche personnalisée. On est arrivé avec l'élaboration d'un programme ou d'un projet qui s'appelle TRICEP. TRICEP, c'est un acronyme pour thérapie ciblée personnalisée cancer pédiatrique. Jouer avec les lettres, ça va donner TRICEP. Okay. Et donc, il y avait 3 grands objectifs. Il y a une longue liste, on va se concentrer sur 3 aujourd'hui avec le temps. La première liste, le premier objectif, c'est identifier les altérations génomiques. Le paysage génomique, je mentionnais tantôt, c'est l'identifier au niveau de chacun de ces patients-là. Okay? Les patients réfractaires et rechuteurs, donc on se concentre que sur le 20 dans le cas de TRICEP. Évaluer le nombre de patients qui portent une mutation qu'on considère actionnable. Donc, est-ce que tous les patients ont une mutation qui vont nous donner de l'information, ou juste 10 5 ou aucun? On ne le savait pas avant de faire l'étude. Et la troisième, puis on va l'aborder tout de suite sur la prochaine diapo, c'est de proposer une thérapie alternative, mais en temps réel. Je mentionnais tantôt que le programme de recherche qu'on a mis sur pied c'est le résultat de 23 ans de recherche. On ne peut pas commencer à avoir une approche comme ça et à chaque patient prendre 23 ans pour arriver avec une conclusion. Et d'ailleurs, règle générale, en recherche, puis en onco, c'est dans le plus rapide, entre la découverte et quelque chose d'utile au bout, on parle de 15 ans en moyenne. Donc, on ne parle pas de temps réel ici. Et avec les collègues cliniciens, ce qu'ils nous avaient dit, c'est que la fenêtre d'opportunité, si vous voulez, entre le moment où on a identifié le patient et le moment où, malheureusement, il va partir, c'est en moyenne 3 mois. Donc, on parle d'une fenêtre de 12 semaines. Ce qui nous amène ici au premier défi, qui est l'investigation en temps réel. Donc, ici, il y a 2 entités importantes à considérer. La première, c'est qu'à partir du moment où le patient a été identifié, c'est-à-dire qu'il vient de rechuter ou qu'il est réfractaire, il n'a jamais répondu, entre ce moment-là et le moment où on va arriver avec une proposition d'une thérapie alternative au médecin référent, on veut entrer ça à l'intérieur d'une dizaine de semaines. Le 3 mois étant à peu près 12 semaines, comme vous le savez. La partie maintenant que nous, on contrôle en laboratoire, c'est la partie de laquelle on reçoit l'échantillon biologique qui vient de quelque part. Okay, on va revenir dans quelques instants. Jusqu'au moment où on a généré l'information génomique et on a fait ce qu'on appelle une annotation. On a eu la liste des variants. Rappelez-vous le cercle de tantôt. Okay? Ça, c'est la partie qui est dans nos mains qu'on contrôle. L'autre partie, on la contrôle un peu moins. Je vous donne un exemple. Si on a un patient qui a besoin d'une biopsie, on a beau avoir identifié le patient pour planifier la biopsie. Okay? Donc, il peut y avoir toutes sortes d'inconvénients. Si on est capable d'avoir assez rapidement, il n'y a peut-être pas suffisamment de matériel. Dans certains cas, on a dû retourner une 2e fois. Donc, vous voyez que ça peut... cette échelle-là peut être assez grande dans la portion qu'on contrôle moins que la portion génomique. Donc, le premier défi, c'est de démontrer ce qu'on est capable de le faire. Okay? On va répondre à cette question-là tantôt. Donc, ce qu'on a dû faire ici, c'est de travailler, première chose, à la partie formulaire de consentement, qui était pas mal plus facile que je croyais, je vais vous avouer, parce que il n'y avait pas beaucoup de modèles à l'époque d'études comme ça, donc c'était quand même assez pas si mal. Développer les procédures. On avait une grande expérience en leucémie lymphoblastique aiguë, peu d'expérience à gérer ce qui était tumeurs solides et tumeurs cérébrales, et la grande distinction, c'est que les échantillons ne viennent pas du même endroit. Okay? Ce n'est pas les mêmes joueurs qui sont impliqués.
Et donc, on devait élargir à ce moment-là notre cercle de collaborateurs. Vous allez voir tantôt la quantité de personnes impliquées. Travailler avec différentes sources aussi de matériel pour isoler le matériel, l'ADN ou l'ARN, démontrer que ça fonctionne, évidemment, à partir de ces différentes sources-là. Développer un genre d'aborescence, d'un bon français, de go-no-go. À quel moment on arrête l'investigation, et vous le voyez ici. Donc, c'est la pureté tumorale. Donc, si on a choisi un échantillon, mais on a moins de 20-25% de cellules tumorales, pour nous, c'est un no-go parce qu'on ne pourra rien tirer après ça. Si la qualité de l'ARN et de l'ADN n'est pas suffisant, c'est aussi un no-go. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça où on avait un no-go. Vous allez voir tantôt que ça se traduit en combien de personnes on ne s'est pas rendu jusqu'au bout. Maintenant, en termes de séquençage, on fait toujours d'emblée deux choses. On séquence l'exome, donc c'est la même entité que j'ai mentionnée d'entrée de jeu, donc l'ensemble des gènes codants, donc des 22-23 000 gènes. Ça représente 54 mégabases d'ADN à séquencer. Et après ça, la couverture. Donc, pour ceux qui sont moins familiers en génomique, la couverture, c'est le nombre de fois que vous voyez chaque position. Donc, si vous séquencez 50 millions de nucléotides, 300 X de couverture, vous voyez chaque position 300 fois. Donc, ça veut dire que ce que vous séquencez, c'est 50 millions de bases de nucléotides fois 300. Okay? Donc, les appareils doivent être capables, comme expression, de cracher cette quantité d'informations-là. Donc, 300X au niveau tumoral. La raison qu'on a besoin d'une plus grande profondeur ici, parce que vous allez avoir des cellules normales, il peut y avoir aussi une cohabitation de différents clones, donc ça va avoir de l'information, il faut être capable d'avoir une certaine profondeur. Le matériel normal correspondant au matériel tumoral, là, on est content avec 100X parce qu'il n'y a pas cette hétérogénéité-là, il n'y a pas de mélange avec d'autres entités. Les altérations qu'on veut identifier, rappelez-vous le cercle de tantôt, donc on s'intéresse aux mutations ponctuelles, peu importe le type, avec les insertions des lésions et les anomalies structurales, donc les amplifications des lésions. Donc ça veut dire que le pipeline d'analyse va être capable d'identifier ces altérations-là. Au niveau du transcriptome, on s'intéresse au transcriptome au complet. Ici, ce qui nous intéresse comme couverture, on va avoir 150 millions de reads, donc c'est 150 millions de fragments qui sont générés. Ici, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de transcriptome, ça va être très variable. Si vous vous intéressez à quelque chose d'assez simple, 20 à 30 millions, vous devriez être heureux. Notre problématique, nous, il y avait des types d'altérations qu'on voulait absolument détecter. Et on avait le sentiment que 150 millions de reads était probablement le terrain de jeu adéquat, même s'il n'y a pas de règle dans la littérature. Et ce qu'on voulait identifier ici, c'est les réarrangements chromosomiques exprimés, des produits de fusion. Et on pense que 150 millions de reads est probablement ce qu'on a besoin pour capturer ça. Être capable, dans ce qui est exprimé, on devrait voir aussi ce qui correspond à la partie codante ici, ce qui est exprimé. Donc, on devrait retrouver les mêmes altérations. Donc, à partir du transcriptome, si on voit la même mutation qu'on trouve à l'exome, pour nous, c'est une validation. OK? Donc, c'est réconfortant. Et à la fin, de savoir si c'est exprimé ou pas exprimé, c'est intéressant parce qu'on va avoir le plus beau gène du monde dans le sens qu'il y a une belle mutation juteuse du côté du génome, mais qui n'est pas exprimée du tout dans le cancer qui vous intéresse. C'est plate, mais ce n'est pas intéressant pour comprendre cette maladie-là, ce n'est pas exprimé. Okay? Donc, on peut utiliser l'information des deux côtés pour valider. Donc, on a commencé l'étude, on a commencé la discussion avant, mais on a commencé l'étude en avril 2014. Donc, à ce jour, on a 42 patients recrutés. Je ne ferai pas la liste, vous la voyez. Ça représente à peu près les proportions des patients qu'on voit en clinique. C'était une cohorte, c'était un projet où on ne sélectionnait pas les patients, ce qui est différent de d'autres études présentement en cours. On y allait au fur et à mesure qu'ils arrivaient, plutôt que sélectionner les cas faciles, par exemple. On les a passés dans le pipeline d'analyse. C'est une variante de ce que j'ai montré tantôt, mais c'est adapté pour triceps. Je ne rentrerai pas dans le détail. Là, je pourrais toujours vous fournir l'information s'il y a de l'intérêt de ce côté-là. Et le premier constat ici, c'est que sur les 42 patients, il y en a quelques-uns qui sont encore en cours, mais il y en a deux qu'on n'est pas... il y en a 20 qui sont rendus jusqu'au bout. Un certain nombre sont encore en analyse, puis il y en a peut-être 15, 16 ou 17, je ne sais plus le nombre exact. On a eu des no-go, majoritairement pour passer le matériel ou un taux de cellules tumorales pas suffisamment élevé. Donc ça, c'est des problématiques qu'on aborde présentement. Là, on a un nouveau jouet qui est apparu qui devrait nous permettre de répondre en partie à cette problématique-là. Le temps médian entre ce qu'on contrôle nous, entre le moment qu'on reçoit le spécimen biologique
isoler l'ARN, l'ADN, tout ce qui est pré-séquençage, séquençage, post-séquençage. Ça tourne autour de 3 semaines. Des fois, c'est un peu plus long, ça dépend de la capacité de la disponibilité de l'appareil de séquençage. Mais généralement, c'est en dessous de 3 semaines. Et le temps complet, entre le moment qu'on a identifié le patient jusqu'au moment où on a un rapport qui est présenté au médecin référent, ça se fait en moins de 10 semaines. Donc, l'idée folle qu'on avait au début de le faire à l'intérieur de 10 semaines, on est capable de le faire. Ça demande énormément de coordination, mais on est capable de le faire. Donc ça, c'est un problème, je dirais, de moins de ce côté-là. Donc ici, c'est un peu petit. Pour vous montrer, on avait, nous, des attentes de 250 à 300 X de couverture pour le tumoral. Donc on voit qu'on est pas mal dans les cibles ici. Autour de 100 pour le normal, mais on est pas mal dans les cibles aussi. Ça vous donne une indication du nombre de mutations. Donc, ce qu'on va trouver comme mutation, c'est souvent dans les centaines, quelques milliers. Gardez en tête que si on regarde les statistiques, ce qui est attendu, on s'attend à avoir entre 5 et 10 mutations driver par cancer. Donc, vous devez, après ça, avoir un processus d'analyse qui va partir de ces milliers de mutations-là à 5 à 10 mutations. Et c'est pour ça que là, il y a la partie bioinformatique et après ça, il y a l'œil de l'expert, que ce soit le biologiste ou le clinicien, qui est important pour réduire le nombre de mutations. Et là, on va à un autre niveau d'annotation. Et là, ça ne se fait plus avec les équipes informatiques ou peu. C'est surtout avec l'œil du biologiste et du clinicien. On va regarder c'est quoi l'impact prédit de cette mutation-là. Est-ce que c'est un impact qui est délétère? Est-ce que c'est dans un domaine qui est connu comme étant déjà muté qui a un impact? Est-ce qu'on est capable de trouver dans différentes sources d'informations, de données, vous les voyez ici, les différents, est-ce qu'il existe un médicament, une molécule qui cible ce gène-là ou la voie qui est altérée? Et si oui, est-ce qu'il y a un essai clinique en cours? Okay? Donc, c'est l'information qu'on a besoin qui rajoute une couche supplémentaire de détails pour la prise de décision du côté clinique. Et ici, encore une fois, ce n'est pas l'ensemble des patients, c'est quelques patients là, qui ont été pris comme ça relativement au hasard. Vous avez les types de cancer ici, les altérations ciblables qu'on a mis ici. Ce n'est pas grave l'altération. Ce qui est important, c'est à droite. Donc, dans presque la totalité des cas, on a trouvé quelque chose qui avait une utilité, qui était actionnable dans un contexte clinique. Pas actionnable nécessairement, on a un nouveau médicament, on le laisse en clinique, mais d'une utilité. Dans certains cas, c'est un réarrangement qu'on pouvait utiliser pour la détection de maladies résiduelles. Dans certains cas, ça a permis de préciser un diagnostic qui a changé le patient d'un groupe de risque, donc la thérapie a changé sans une nouvelle molécule. Dans d'autres cas, on a identifié certaines molécules, c'est tout ce qui est écrit FDA, c'est des FDA approved. Donc, on a trouvé certains médicaments qui existent, qui ciblent le gène ou la voie altérée, donc qui peut ou qui pourrait être proposé aux patients. Si vous voulez avoir plus de détails de ce côté-là, vous venez un peu plus tard après-midi, il y a une présentation, je l'ai rédigé, je ne donnerai pas de scoop. Et dans certains cas aussi, on sait si la molécule est déjà dans un essai clinique pour une condition similaire ou non. L'idée, c'est qu'il y a un essai clinique qui est en cours. Toute cette information-là est synthétisée dans un rapport. Ça, c'était travaillé avec les collègues aussi cliniciens. Ça, c'est la première page du rapport. Ce qu'on a fait ici, on a toujours une petite synthèse je vous le montre parce qu'il n'y a pas de nom, là, à part des médecins référents. Donc, une petite synthèse ici de l'histoire du patient pour s'assurer qu'on parle bien du bon patient. Sinon, il y a juste un numéro. TC0019. Et après ça, on sépare les altérations en 3 grandes catégories avec des codes de couleur pour s'assurer qu'on ne se trompe pas. Donc, les anomalies de nombre, donc le gain ou la perte de chromosomes, vous les avez ici, par exemple, en vert. En bleu, vous allez avoir les mutations ponctuelles. Et en orange, ici, c'est les réarrangements qui sont exprimés. Donc, visuellement, très facile d'aller chercher l'information. Le type de mutation, le gène impliqué, le type de mutation, vous le voyez, est écrit ici. Le pourcentage, c'est le pourcentage que cette mutation-là représente dans votre tissu d'intérêt. S'il existe un médicament approuvé ou pas, ici, oui, s'il y a un essai clinique qui est actif. Donc, ça, c'est l'information, c'est la première page, facile. Et après ça, il y a plusieurs pages d'informations supplémentaires qui décrivent l'essai clinique, c'est quoi cette mutation-là, c'est quoi ce gène-là, les données aussi de contrôle de qualité, d'informations qui est générée. Donc, si le médecin référent veut aller plus loin ou le résident qui est autour, peu importe qui, toute l'information est là, mais la première page, c'est l'information prédigérée.
Ça, c'est l'ensemble des personnes qui sont impliquées de près ou de loin. Donc, le petit groupe plus de coordination, c'est Monia avec Stéphanie, et je n'ai pas ajouté ici, mais il y a Sylvie Langlois aussi du côté labo. Donc, l'œil de biologie, je mentionnais tantôt, est dans le groupe. Donc, ça, c'est le groupe qui se côtoie le plus souvent. Et lorsqu'on a des rencontres à plus grand niveau, c'est le Molecular Tumor Board, je vous les vois ici, c'est l'ensemble des cliniciens du service, avec certains experts, vous voyez ça, en pharmacogénétique, pharmaco-qualité de vie. Et vous avez des individus d'autres services. Et c'est ces personnes-là qu'on a dû apprendre mutuellement à travailler ensemble, parce que l'échantillon de tumeurs solides, de tumeurs cérébrales, vient de l'extérieur du service, et on a dû développer les différentes procédures avec eux. Je veux juste en nommer un, parce que pas que les autres sont moins importants, mais Nelson Piché, c'est un chose qu'il connaît, c'est un chirurgien généraliste qui est impliqué dans le projet. Et lui se sédule lui-même l'ensemble des cas, là, ce qui est autour de tumeurs solides. Et dès qu'il a fait, donc il connaît le projet, il a tous les réunions, il sait qu'on a besoin d'un maximum de matériel, il va aller chercher le maximum, et lui-même prend ça, il l'amène directement en pathologie pour pas perdre de temps, avoir une qualité de matériel. OK, donc on a besoin de ce genre de personnes-là dans les suites pour que ça marche. Donc, une fois qu'on a cette information-là de générer, qui amène nos rapports, je ne l'ai pas mentionné, mais chacune de ces quelques mutations-là sont validées, parce qu'on a beau trouver ça, mais il y a toujours une possibilité que ce soit un artefact, donc c'est validé. Je n'irai pas plus loin de ce côté-là. Et on trouve à l'occasion quelques belles mutations, donc on n'a aucune idée quel est l'impact clinique, mais elles sont belles. Donc là, ça tombe dans le volet fonctionnel. On veut savoir, finalement, si le prochain patient qui a ce réarrangement-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vous donne juste 2 exemples. Il y en a un ici, c'est un produit de fusion exprimé, qui inclut notamment ici un gène impliqué dans le métabolisme de l'asparaginase. L'asparaginase fait partie d'une des molécules qu'on donne aux patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë, qu'on avait trouvé dans un sous-type particulier, leucémie de type T, qui sont des early T, donc des très immatures. Là, on a 2 cas comme ça, et c'était spécifique à la rechute, inexistant au diagnostic. Donc, un beau réarrangement. Lorsqu'on a regardé le profil d'expression, c'est beaucoup plus exprimé au niveau de la rechute que du diagnostic. C'est normal, parce qu'il n'y avait pas l'autre, on n'était même pas caché au niveau du diagnostic. Lorsqu'on l'a validé in vitro, on voit que le fait d'avoir ce réarrangement-là amène une diminution de l'apoptose, alors qu'on recherche un apoptose généralement lorsqu'il est traité, qui pourrait expliquer en partie la résistance dans ce groupe de patients-là. La deuxième mutation intéressante, parce que BRAF est un gène qui est très populaire sur la littérature. Il y a une mutation, entre autres, très connue qui s'appelle ici le V600E. Lorsque vous avez ça, il y a une molécule qui existe, et en théorie, c'est de la magie. Ici, nous, on a trouvé une mutation qui n'est pas celle-là, qui est dans le même domaine fonctionnel. Et là, maintenant, est-ce qu'elle a un impact? Et c'est pas parce qu'elle est dans le même domaine qu'on peut nécessairement donner la même molécule qui est donnée pour le V600E, parce que c'est connu que le patient qui a le V600E, le médicament qui fonctionne contre ça, si vous le donnez à un patient qui n'a pas cette mutation-là, ça a l'effet inverse. OK? Au lieu de contrôler ou d'éliminer la maladie, vous allez finalement contribuer à la progression de la tumeur. Et donc, on a démontré que notre mutation qu'on avait trouvée ici est sensible à d'autres molécules qui sont disponibles. Donc, vous voyez ici comment on peut offrir à ce moment-là une option thérapeutique à ces patients-là. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir été suggéré. Comme je vous dis, vous en viendrez après-midi voir la présentation de Stéphanie puis de Monia. Donc, en conclusion ici, avant d'aller dans la dernière partie, lorsqu'on a démarré Triceps, c'était la première initiative de ce type-là en Amérique du Nord. Depuis, il y a une initiative qui a été démarrée à Vancouver, à Toronto. Il y a des initiatives qui sont sur le point de démarrer aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas. Donc, cette expertise-là a permis d'arriver à un programme canadien Profile que je vais aborder dans quelques minutes. C'était d'ailleurs le cœur de la présentation d'Evan Malkin qui devait être ici à ma place. On a démontré qu'on peut faire l'analyse en 9 semaines, qui est un défi, parce que ça prend trop de temps à oublier ça. C'est inutile. Qu'on a trouvé l'information cliniquement pertinente pour la plupart des patients. Et ici, changement au niveau de la pratique clinique, on ne parle pas de révolution. Si on n'a pas de matériel biologique, on ne peut rien faire. Donc, dans certains patients, on avait besoin d'une biopsie. Une biopsie d'aiguille peut être suffisante. Dans certains cas, probablement qu'on dit, ça ne donne rien s'il n'y a pas d'option. Dans ce cas-là, on a pu avoir le matériel. Et même un pauvre petit patient qu'on a eu 2 à 3
fois une biopsie à l'aiguille parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas assez de matériel tumoral. Donc, ça change quand même la pratique de ce côté-là. Et c'est clair que jusqu'à un certain niveau, il ne faut pas penser que c'est de la magie, il ne faut pas penser que 100% des patients vont avoir une thérapie ciblée, mais c'est clair qu'il y a une pertinence d'intégrer un cheminement comme ça dans la prise en charge des patients réfractaires et réjusteurs. Donc, Profile, c'est quoi? C'est le pendant triceps, mais canadien. Donc, Profile, encore une fois, c'est un acronyme. Donc, vous le voyez ici, c'est Precision Oncology for Young People. La raison que c'est Young People ici, puisque le projet canadien touche aussi les jeunes adultes, donc des 25 ans et moins. Okay? Donc, il y avait les adolescents et les jeunes adultes qui étaient ciblés. Il y a 3 gros morceaux, 3 grands sites, je dirais, dans Profile, surtout la partie génomique. Donc, vous avez Vancouver, Toronto, Montréal. C'est pas un hasard, c'est les trois foyers d'expertise en génomique, surtout génomique humaine au Canada. Vous avez les projets ici. OK, ça va. OK. C'est un projet pan-canadien, donc vous avez ici le nom et les faces du monde impliqués dans ce projet-là. Donc, vous en avez à peu près 12 institutions à travers le Canada. Donc, je ne vais pas trop aller en détail. Vous allez avoir probablement un communiqué de presse qui va apparaître après Noël à ce sujet-là. C'est un programme qui a été officieusement lancé cet été, mais qui va être officiellement lancé au printemps 2017. De ce côté-là. Donc, le but ici est très similaire à Triceps. Mais le grand but noble, c'est de transformer la prise en charge de ces patients-là qu'il y a, donc les enfants et les adolescents, jeunes adultes, en utilisant des outils moléculaires de nouvelle génération, le séquençage par exemple. Et la différence ici avec Triceps, de le voir tantôt, utilise le système modèle. Donc nous, lorsqu'on fait une validation fonctionnelle, on travaille en lignée cellulaire. Dans ce cas ici, on ajoute d'autres systèmes modèles, que ce soit la souris, le poisson zèbre, C. elegans, etc. Et le but, identifier des biomarqueurs spécifiques à chaque patient ou à chaque groupe de patients, donc chaque cancer, et utiliser cette information dans une cible thérapeutique comme Triceps. C'est vraiment la partie canadienne de Triceps. Ça, on a déjà parlé là, dans un autre contexte. Donc ça vous donne un peu un survol. Il doit y avoir un petit cercle qui apparaît et voilà l'animation. Donc ça, c'est l'équivalent génomique de Profile. Donc, nous, on est impliqués, on assume un leadership ici avec Toronto puis Vancouver dans cette entité-là. Lorsqu'on reçoit le matériel biologique, on s'occupe le même principe, la partie pré-séquençage, séquençage, analyse et rapport. On est impliqué aussi dans le volet de biobanking, de ce côté-là. Ça, c'est le volet plus système modèle, je mentionnais tantôt, qui est ailleurs au Canada. Donc, la plupart des activités sont à Vancouver et Halifax pour les poissons zèbres. Okay. Si on mettait ça finalement, quels sont les joueurs? Il n'y a rien à lire ici pour vous montrer qu'il y a beaucoup de joueurs impliqués, à peu près tout le monde au Canada qui touche de près ou de loin le cancer pédiatrique se retrouve dans un carré. Et j'ai rajouté ici, pas parce que c'est moins important, parce que je savais qu'Enrique allait être là, mais c'est parce que c'est un volet qui a été rajouté très récemment, parce que dans tout ça, il y avait eu un oubli que le comité aviseur international nous a rappelé. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous allez plus loin, vous n'avez pas de volet d'essai clinique. Et donc, Enrique a la lourde tâche de mettre ça en pied parce que c'est pas trivial. Puis, vous pourrez, si vous voulez poser des questions à Enrique après-midi, ce qu'il présente, ou dans la période de questions, qu'est-ce qu'on veut dire par non trivial, les de ce côté-là. Il faut réinventer le modèle d'essai clinique. En oncologie pédiatrique, on va utiliser un profil moléculaire pour sélectionner les patients. Donc ça va, j'ai déjà montré notre drapeau canadien. Donc ici, à Sainte-Justine, on est impliqué dans le volet génomique. Et là, je vais montrer c'est quoi, juste 2 petits diapos, montrer c'est quoi le défi de créer quelque chose comme ça, pan-canadien. Triceps était uniquement Sainte-Justinien, même pas québécois. Donc, toute la partie de coordination était locale. Donc, ça nous a pris une année, je dirais, à roder, puis après ça, la dernière année, ça allait bien. On vient d'ouvrir, il y a quelques mois, le site Québec. Et déjà, juste avec le va-et-vient de l'éthique, c'est pas évident. Donc, on a les patients de Québec d'une autre façon, mais c'est pas évident. Donc, au niveau canadien, il va y avoir un niveau de complexité. Donc ici, je vais garder ça simple, juste au niveau des plateformes génomiques. Vous avez vu tantôt le beau Canada. Il y avait il y avait Vancouver, Toronto et Montréal. Et on veut garder ça comme ça. Il y avait 2 modèles, on centralise tout. Il n'y aurait pas eu de mobilisation, de buy-in de personnes. Où on considère que l'expertise locale et on fonctionne comment avec ça. Donc la première décision qui a été prise, on s'est séparé le Canada en 3.
Donc, ici à Montréal, on va être responsable de l'ensemble du Québec, des Maritimes et de quelques territoires, vous pouvez voir ici. Parce on l'a appris il n'y a pas longtemps qu'on s'occupait du Nunavut, puis le territoire du Nord-Ouest, puis le Labrador. On ne le savait pas. Pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de patients là, mais on est quand même responsable. Le CKIT de Toronto, à travers son projet KIC, ces autres s'occupent de l'Ontario. Il y a assez de monde là. On sépare le Canada vraiment un tiers, un tiers, un tiers. C'est une question démographique. Et Vancouver, à travers leur POG, le projet POG, eux autres, ben, c'est tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario. Donc, on s'est séparé le Canada en 3 pour différentes raisons, que ce soit stratégique, économique, le mouvement d'échantillons biologiques et gérer les façons de fonctionner. Au Québec, par exemple, à travers les institutions, il y a 4 institutions québécoises, mais ils ont déjà une façon de fonctionner avec leur meeting sur une base régulière, la discussion de cas. Donc, pourquoi réinventer, si vous voulez, ce qui fonctionne déjà? Donc, ça, c'est la première chose qui a été réglée. On s'est séparé le Canada en 3. Et après ça, vous le voyez ici, on reçoit les échantillons de ces différentes régions-là. Il y a l'étape de séquençage, d'analyse, telle que j'ai mentionné. Maintenant, ce qu'on veut, et c'est là que le défi commence, on veut que l'échantillon qui passe par la plateforme de Vancouver ou Toronto ou Montréal, okay, si on a exactement le même paysage génomique, que chacune des institutions trouve le même paysage génomique. Et non pas qu'on trouve des choses différentes. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle étude pan-canadienne ou internationale. Il faut harmoniser la façon de faire, sinon vous n'êtes pas capable d'échanger les données. Puis la belle idée d'avoir une plateforme nationale, ça ne marche plus. Okay? Donc, on a fait un essai pilote l'été passé. Donc, on utilise dans les 3 centres, Dieu merci, exactement la même plateforme. C'est des appareils de la compagnie iSeq, modèle 2500. Même chose. Okay? On a envoyé le même matériel, même lignée cellulaire à tout le monde, même protocole à tout le monde. Puis on se dit, vous avez votre plateforme d'analyse, analysez. Okay? Après quelques échanges dans les équipes informatiques, puis on va juste regarder ici un point, parce que c'est la même chose ailleurs. Donc, on a quand même un très grand intersect parce qu'on trouve les mutations des petits drivers, je mentionnais tantôt, entre Toronto et Montréal. Donc, on voit ici que la modélisation va être facile. Mais on voit par rapport à Vancouver, ils trouvent des choses, je ne veux pas dire farfelues, mais si personne ne peut défendre, mais beaucoup trop de choses. Okay? Puis on le voit à tous les niveaux. Et vous voyez juste la difficulté d'harmoniser. Et on part exactement avec le même matériel envoyé de la même façon, les mêmes protocoles. Donc, vous voyez quand même des défis d'harmoniser. Donc, ça, c'est ma dernière diapo. Oui, c'est ça. C'est quoi l'impact de Profile? Bon, c'est sûr qu'on veut créer une plateforme nationale en oncogénomique pédiatrique jeune adulte. Et ça fait quoi, ça? Ça permet d'intégrer les données génomiques et cliniques, comme on a fait pour Triceps, mais au niveau canadien. Donc, même si vous avez quelque chose d'un peu plus rare, le fait de l'avoir au niveau canadien, on a plus de chances d'avoir des choses qui vont être similaires qu'on peut partager. Point important ici, moins important pour le Québec, mais s'assurer que certains types de cancers seront toujours séquencés, peu importe le lieu de résidence. D'où le Nunavut et le territoire de Nord-Ouest. Il y a à un moment donné une tumeur relativement fréquente là-bas, et qu'on a la possibilité de le faire séquencer, que ça ne dépend pas de l'accès à une plateforme des génomiques. Partager l'information. Parce qu'en partageant l'information, peut-être se rendre compte qu'il y a un enfant qui a été vu quelque part avec une tumeur, qui avait telle mutation, qui est clinique, puis qui fonctionne, mais il faut le partager, cette information-là, pour que le deuxième ait la même mutation, on sait déjà quoi faire. Améliorer nos pratiques de travail pour le séquençage, je l'ai déjà mentionné. L'harmonisation aussi, c'est un défi. Et donc, je vais arrêter ici, puis je vais prendre vos questions.